La situation donc aujourd'hui au Soudan est de plus en plus inquiétante et malgré les appels au cessez-le-feu incessantes, les deux camps continuent leur assaut. Et pour parler de cette situation, nous sommes en duplex avec Mohamed Eshkoundi, enseignant-chercheur, spécialiste de gouvernance et également de développement en Afrique à l'Université Mohamed V. Bonjour, Monsieur Eshkoundi. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, M. Eshkoundi, à l'heure actuelle, 415 morts et plus de 3500 blessés sont dénombrés selon l'OMS et les appels à la trêve sont ignorés à Khartoum. Pourquoi ce degré de violence ? Oui, effectivement, le Soudan semble entrer dans une phase très critique, ce que l'on appelle une trappe à violence, c'est-à-dire une situation où la violence appelle la violence. Nous voyons, c'est-à-dire même une fête religieuse dans un pays à majorité musulmane n'arrive pas à calmer cette violence, c'est-à-dire cette confrontation entre les deux belligérants, c'est-à-dire qui jurent d'en découdre que par le recours à la violence plutôt que de faire prévaloir la voie pacifique. Donc comment peut-on, la voie politique, c'est-à-dire comment peut-on expliquer cette trappe à violence, j'ai envie de dire. Donc on peut l'expliquer d'abord par des raisons internes. Il y a un processus de pacification, de transition qui a été mis en place après, c'est-à-dire le départ, c'est-à-dire de Omar el-Bashir, c'est-à-dire en 2019, suite à c'est-à-dire des manifestations populaires et ainsi de suite. Donc ce processus, il a évolué correctement au début, mais après il a été ponctué par beaucoup de dysfonctionnement. Nous avons vu en 2021, il y a eu un coup d'État. En 2022, les parties prenantes, ils ont, c'est-à-dire, on va dire, les parties prenantes de cette gouvernance de transition, c'est-à-dire le régime militaire, c'est-à-dire, on va dire, les militaires, et en même temps, la partie civile, c'est-à-dire les partis politiques, société civile, et ils se sont mis d'accord, c'est-à-dire, on était sur le point d'assister à une signature de ce que l'on appelle l'accord cadre, en quelque sorte, qui préparait une nouvelle période, c'est-à-dire une période de transition dans laquelle on allait assister à un transfert de pouvoir vers la partie civile c'est-à-dire un recul en quelque sorte, une diminution de la présence militaire sur la scène politique et n'en était rien parce qu'à partir du moment les deux belligérants, c'est-à-dire nous avons Al-Burhan qui représente l'armée officielle et Hamdan Daglo, c'est-à-dire ce qu'on surnomme Hemeti, ils ont décidé d'en découdre par la force. Pourquoi ? Parce que ce dernier, Daglo, c'est-à-dire à partir de 2013, on parlait d'une espèce de milice qu'il avait mis en place dans des conditions liées au conflit au niveau de l'ouest du pays, c'est-à-dire Darfour. Cette milice a pris beaucoup de poids, beaucoup d'importance, jusqu'à ce qu'il soit capable d'être présente dans l'ensemble du territoire. Et donc, du coup, nous voyons en Afrique, nous continuons à être victimes de ce problème, et ça se manifeste dans des pays comme le Soudan. Il y a une espèce de prééminence de l'intérêt individuel sur l'intérêt général, c'est-à-dire on peut l'expliquer par la gouvernance, c'est la prééminence de l'intérêt individuel, c'est-à-dire surtout donc Hemeti, il voulait avoir beaucoup plus de pouvoir, donc il ne se contentait pas du fait d'être le vice-président du conseil de transition, il commençait à avoir des vues sur la présidence du pays, donc ce que refusait Al-Burhan. En même temps, c'est-à-dire l'armée officielle voulait, c'est-à-dire et ça c'était prévu par l'accord cadre, on voulait qu'il y ait une intégration, c'est-à-dire de cette force paramilitaire conduite par Hemeti, on voulait qu'il y ait une réintégration de cette force dans l'armée officielle pour qu'il n'y ait pas d'armée, parce qu'on ne peut pas se permettre de parler de plusieurs armées quand on parle d'un pays en quelque sorte. Et justement. Donc ça c'était, on va dire, la goutte qui a fait déborder le vase. Donc en l'état actuel des choses, nous sommes dans une espèce de trappe à violence. Cette trappe à violence, je viens de parler de raisons internes liées à la gouvernance de processus de transition, et en même temps il y a des conditions, c'est-à-dire il y a des raisons externes, il faut le dire, elles sont marquées par les convoitises que suscite le Soudan. Il y a beaucoup de puissances qui se disputent en quelque sorte, qui veulent un peu faire avancer leurs pions au Soudan et qui peuvent profiter, je dis ça, qui pourraient, au conditionnel, qui pourraient profiter de la fragilité du pays. C'est-à-dire, si on ne veut pas qu'il y ait d'émiction, qu'il y ait d'ingérence, que l'on fragilise, qu'il n'y ait pas de fragilisation davantage de cette gouvernance de transition, il faudrait renforcer le front interne. Mais ce n'est pas, c'est-à-dire, les deux belligérants ont décidé d'en faire autrement, c'est-à-dire, nous voyons que même un jour de fête religieuse, c'est-à-dire, n'arrive pas à faire entendre
raison aux deux belligérants. Ça Justement. montre bel et bien qu'ils sont engagés, c'est-à-dire dans un processus jusqu'au boutiste, mais qui peut être destructeur pour l'avenir de Soudan. Justement, M. Escondi, vous l'avez dit, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et pour parler de cette goutte d'eau qui ruisselle actuellement, quel impact peut avoir donc cette crise soudanaise sur les pays voisins et la région, notamment au Tchad? Oui, exactement, parce que l'impact, il sera, c'est-à-dire ce conflit aurait un lourd impact. Déjà, il faut dire que il faut faire en sorte, grâce aux médiations, j'ai envie de dire, régionales, c'est-à-dire grâce à l'importance de la médiation qui pourrait être effectuée par l'EGAD, qui a déjà délégué 3 présidents, le président de Kenya, le président du Djibouti et du Sud-Soudan, pour entretenir des médiations, c'est-à-dire pour entreprendre des médiations pour pouvoir arrêter le plus rapidement c'est-à-dire cette descente aux enfers, cette trappe à violence. Si jamais ce conflit dure, et nous voyons s'il perdure, et nous voyons ce qui arrive, ce qui s'est passé dans les autres pays africains, le conflit perdure parfois. C'est-à-dire, on entre dans une espèce d'accoutumance, d'habituation au conflit, et c'est-à-dire, le conflit devient une espèce de normalité. Et donc, si jamais ce conflit perdure dans le temps, il pourrait avoir des conséquences dramatiques sur les pays voisins. On peut commencer par les pays c'est-à-dire les voisins de l'Ouest. On peut parler de Tchad, on peut parler de la Libye, comme on peut parler de la Centrafrique. Donc déjà, il faut dire que le Tchad, quand on parle de Tchad, quand on parle de la Centrafrique, ce sont des pays d'abord enclavés. C'est-à-dire des pays qui n'ont pas de façade maritime et pour lesquels le Soudan joue un rôle très important comme exutoire maritime dans le désenclavement. Donc il en va quand on parle. Le commerce est vital pour ces pays. Quand on parle de commerce, on parle de l'approvisionnement de la population, sans pour autant parler de quand le conflit perdure dans un pays. On voit à Khartoum, on voit, c'est-à-dire à l'est de Soudan, il y a des gens qui commencent à fuir le pays parce que personne n'a envie de continuer à vivre dans un pays qui devient la proie de certaines violences qui ne s'arrêtent pas ou qui ne cessent pas. Tout à fait. Donc il peut y avoir un mouvement de réfugiés qui peut déstabiliser ces pays. C'est-à-dire cette violence, s'il perdure dans le temps, il peut y avoir un effet de contagion. Il peut finir par fragiliser les pays voisins en quelque sorte. Un effet de contagion. On peut parler des pays africains, les voisins de l'Ouest, de l'Est plutôt de Soudan. Tout à fait, c'est assez clair. Mohamed Escondi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur, spécialiste de gouvernance et développement en Afrique à l'Université Mohamed VI. Merci.